Bienvenue sur 12 Rounds, l'émission qui vous replonge dans les rounds les plus mythiques de l'histoire de la boxe. Aujourd'hui, on se penche sur la 6e reprise. Nous partons à Las Vegas le 13 février 1999 pour le championnat du monde des poids welter entre The Golden Boy, Oscar de la Hoya et Ike Bazooka Quartey. On a la chance de recevoir Omar Aboud, qui est coach de boxe et préparateur physique de boxeurs professionnels. Salut Omar, comment tu vas? Ça va très bien et merci pour l'invitation. Allez, c'est parti. Au moment d'affronter Ike Quartey, Oscar de la Hoya est invaincu. Il reste sur 29 victoires consécutives. 17 d'entre elles sont marquées par la victoire ou la défense d'un titre de champion du monde. À 26 ans, l'américano-mexicain est déjà une légende du noble art et sa réputation n'est plus à faire. Détenteur d'une ceinture de champion du monde depuis 1994, il a, cette fois-ci, affaire à un boxeur invaincu comme lui. Car si Ike Quartey a déjà lui aussi été détenteur d'une ceinture WBA des poids welters, il convoite la ceinture WBC de son adversaire du soir. Ce duel marquera forcément la première défaite de la part de l'un des boxeurs et nul doute qu'il sera attendu et regardé par les fans de boxe du monde entier. De la Hoya a l'habitude des grands rendez-vous depuis le début de sa carrière pugilistique. En effet, le jeune Oscar grandit dans une famille de boxeurs et débute le noble art dès l'âge de 6 ans. Doué et terriblement efficace, il poursuit une carrière en amateur où il remportera 224 combats et s'inclinera seulement 5 fois. Alors qu'il vient de remporter les Goodwill Games à l'âge de 17 ans, sa mère lui annonce être atteinte d'un cancer des poumons. Sur son lit de mort, le jeune Oscar lui jure de remporter un jour une médaille d'or olympique. Malheureusement, Cecilia de la Hoya succombe le 28 octobre 1990 des suites de sa maladie. Cet épisode marque le jeune Oscar et il n'a désormais qu'en tête d'honorer la promesse faite à sa mère. « Je me suis dit, j'arrête la boxe », raconte le sportif dans le documentaire Beyond the Glory. Puis, j'ai réfléchi. Elle m'aurait dit de continuer. Je me suis promis de remporter des ceintures pour elle. Il a l'occasion d'honorer sa promesse lors des JO de Barcelone en 1992. En effet, il fait partie de la délégation américaine et combat chez les légers. Au terme du tournoi, il remporte la médaille d'or en battant Marco Rudolph en finale. En même temps que la médaille, il y glane le surnom de Golden Boy. En novembre de la même année, il passe pro et dispute ses premiers combats chez les Super Plumes. Invaincu dans cette catégorie, il rafle sa première ceinture de champion du monde WBO face au Danois Jimmy Bredal en 1994. Après une défense de titre victorieuse face à Giorgio Campanella, il laisse sa ceinture vacante et monte chez les légers. Immédiatement, il se voit la chance de combattre pour le titre WBO. En effet, cette ceinture a été laissée vacante par Rafael Ruelas. Du coup, c'est De la Hoya et le multiple champion du monde Jorge Paez qui s'affrontent le 29 juillet 1994 au MGM Grand de Las Vegas pour tenter de s'emparer de cette prestigieuse ceinture. Il suffira de 2 rounds pour mettre KO Paez. Son fameux crochet gauche électrise Paez qui ne se relèvera pas. Oui, effectivement, Oscar de la Hoya était un boxeur très complet, mais son arme favorite, c'était le crochet gauche. C'était vraiment sa spéciale. C'était un coup ravageur et destructeur. Désormais, auréolé d'une nouvelle ceinture de champion du monde, De la Hoya va la défendre à plusieurs reprises jusqu'en 1996. Il y aura 8 défenses de titre, toutes victorieuses. En février 1996, il monte de nouveau de catégorie et passe chez les super légers. Après un combat d'entrée remporté face à Daryl Tyson, Oscar a l'occasion d'affronter la légende mexicaine Julio César Chavez au Caesars Palace en juin 1996. Ce combat peut ressembler à une passation de pouvoir entre 2 générations de boxeurs. 16 ans d'expérience au plus haut niveau contre 3 pour De la Hoya. Dans cette nouvelle catégorie de poids, le jeune boxeur a l'occasion de frapper un grand coup en ravissant la ceinture WBC des super légers aux Mexicains. Dès la première reprise, De la Hoya blesse Chavez à l'arcade et l'ouvre assez profondément. Durant la suite du combat, on observe que le visage de ce dernier est régulièrement ensanglanté.
Au terme du 4e round, Joe Cortez est contraint d'arrêter le combat en raison de la blessure trop importante et handicapante. Grâce à cette victoire, De La Hoya devient champion du monde dans une 3e catégorie de poids et devient l'un des meilleurs pound for pound de sa génération. Il défend une seule fois cette ceinture face à l'ancien champion du monde des poids légers, le Mexicain invaincu Miguel Ángel González, puis monte une nouvelle fois en catégorie. Chez les welters, il fait face à une autre légende du noble art, l'Américain Pernell Whitaker. Les deux champions s'affrontent le 12 avril 1997 pour le compte de la ceinture WBC des poids welters. Champion du monde dans 4 catégories de poids différentes, Whitaker domine la catégorie depuis plusieurs années. Malgré tout, De La Hoya va livrer un combat tactique et intense physiquement pour contraindre les arbitres à le désigner vainqueur de façon unanime. Avec cette victoire, De La Hoya rejoint son adversaire du soir au panthéon de la boxe. Il devient champion du monde dans une 4e catégorie de poids. À 24 ans, il a déjà tout gagné. Ring Magazine le classe même numéro 1 mondial des pound for pound, toutes catégories confondues. Et avant d'affronter le Ghanéen Ike Quartey en 1999, De La Hoya va défendre 5 fois la ceinture WBC des poids welters, dont une nouvelle fois contre Julio César Chavez. Son adversaire du 13 février 1999 se définit par une impressionnante série d'invincibilité et son passage professionnel en France. Quartey effectue une partie de sa carrière dans l'Hexagone, car il était sous contrat avec les promoteurs Acariès. Mais avant de s'envoler sur le vieux continent, Quartey avait fait ses preuves au Ghana en devenant pro à l'âge de 19 ans. Mais avant cela, il a eu l'occasion de s'illustrer chez les amateurs. Il termine ce début de carrière avec un bilan de 50 victoires pour 4 défaites et une participation aux Jeux Olympiques de Séoul en 88. Devenu champion d'Afrique en 91 des superlégers, il part 6 mois à Los Angeles. Il y fait des petits boulots, remporte une victoire, mais estimant que l'organisateur américain ne tient pas ses promesses, il repart. Il s'envole vers l'Europe en 92. Il effectue par la suite une partie de sa carrière en France. D'ailleurs, petite anecdote concernant Ike Quartey, il a mis beaucoup de KO au BC-La-Plaine, la fameuse salle des frères Acariès à Paris pendant de nombreuses années. Ouais, d'ailleurs, c'est même Louis Acariès qui commentait alors des combats pour la 5, qui l'a détecté lors d'une réunion en Italie, qui avait vraiment insisté auprès de Michel, qui n'était pas vraiment chaud au début, pour le recruter et le prendre dans son écurie. Il avait vu en lui un potentiel de frappe extraordinaire. Ouais, d'ailleurs, il a été champion du monde à Levallois très peu de temps après. En effet, les promoteurs les plus célèbres de l'histoire de la boxe française, les frères Acariès, l'enrôlent dans leur prestigieuse écurie. Quartey combat donc à Carpentras, Paris ou Levallois. C'est dans cette ville, au Palais des Sports Marcel Cerdan, qu'il gagnera son premier titre de champion du monde WBA des welters en juin 1994. Face au champion vénézuélien Cristanto Espana, il contraint l'arbitre à stopper le combat dans la 11e reprise. Quartey commence alors à se faire un nom, ou plutôt un surnom, Bazooka, en référence à ce direct ou jab du gauche ultra vif, puissant et efficace. S'appuyant sur un punch et une rapidité impressionnante, il parvient à prendre le meilleur sur tous ses adversaires. Désormais détenteur d'une ceinture majeure, il va la défendre 7 fois avant de rencontrer le phénomène De La Hoya en 1999. Son aura a dépassé le vieux continent et le Ghanéen boxe désormais au Madison Square Garden ou à Las Vegas. Surtout, il reste invaincu en 35 combats en carrière. Seul José Luis Lopez parvient à arracher un nul en octobre 1997 lors d'une défense de titre. Le Mexicain parvient même à mettre au tapis le champion par 2 fois. À la suite de ce combat, Quartey connaît quelques soucis personnels et de santé. Il reste inactif durant toute l'année 98, ce qui contraint la fédération WBA à lui retirer son titre de champion du monde. Revenu en 99, il a donc l'opportunité de rencontrer le champion en titre, De La Hoya. En regardant le pédigré des deux boxeurs, on se dit que le combat promet de faire des étincelles. De La Hoya s'est illustré en battant les plus grands stratèges des différentes catégories par lesquelles il est passé. Son sens tactique et son activité sur le ring sont actuellement inégalables. On se dit que seul un puncher pourra mettre à mal la folle série du Golden Boy. Et ça tombe bien. Quartey compte bien faire parler la poudre en ce soir du 13 février 1999. Pour son retour, après 14 mois d'absence, Quartey semble en pleine possession de ses moyens physiques. Le combat débute et les deux boxeurs semblent prêts à en découdre. Le premier round donne d'ailleurs le ton. Quartey s'appuie sur son fameux jab du gauche soudain,
tandis que De La Hoya reste actif en attaquant en contre et au corps. Le regard du détenteur de la ceinture WBC des welters ne trompe pas. Il est ultra déterminé et concentré dans sa boxe. Il reste actif en permanence et avance vers Quartey. Le Ghanéen encaisse quelques coups, mais s'appuie également sur son arsenal offensif varié et puissant. La combinaison de directs d'Oscar De La Hoya sont ultra vifs, et son jeu de jambes lui permet de prendre le centre du ring. L'affrontement est un modèle tactique. À chaque fin de round, les deux boxeurs accélèrent de façon spectaculaire pour marquer les esprits des juges. Au terme des 5 premiers rounds, le comptage non officiel donne De La Hoya légèrement en tête. Nous entrons dans le 6e round et l'affrontement va alors prendre un tournant décisif. Dès l'entame de la reprise, Quartey se fait surprendre par le champion sur un crochet du gauche précis. Au tapis pour la première fois du combat, le Ghanéen se relève immédiatement et ne semble pas touché. L'intensité du round est incroyable. Après une série de coups échangés dans les cordes, De La Hoya se fait à son tour surprendre sur un crochet gauche lui aussi. First minute, of course, goes to Oscar. Oh, look at this! Oscar goes down. So that round's even up. À terre, il se relève rapidement, comme Quartey avant lui. Quartey va ensuite toucher plusieurs fois le champion grâce à son fameux jab du gauche. La brèche ouverte, il peut ensuite asséner quelques crochets giflés précis et efficaces. On observe également que durant ce round, c'est à son tour de prendre le centre du ring et de dominer momentanément De La Hoya. Le 7e round est lui marqué par une accélération fulgurante des deux boxeurs à la toute fin de reprise. Depuis le début du combat, l'intensité ne baisse pas et les spectateurs du Thomas & Mack Center sont debout pour acclamer deux champions. Au cours des 8e et 9e rounds, le champion reprend progressivement le centre du ring et se montre légèrement plus précis que son adversaire. On retiendra notamment cet enchaînement d'uppercuts dans le 9e round. Quartey sait également répondre face à l'adversité et ne lâche rien à son adversaire. Il semble avoir retrouvé de la fraîcheur en cette fin de combat et s'offre une chance de ravir le titre au champion. La série d'invincibilité des deux boxeurs est en jeu. L'américano-mexicain est marqué aux pommettes mais ne semble pas pour autant atteint physiquement. Il a l'expérience des grands combats, lui qui a déjà battu des pointures comme Whittaker ou Chavez. Il attaque sévèrement Quartey dans le 11e round et se montre une nouvelle fois plus précis. Il entame même la dernière reprise de la même manière. Sur un crochet du gauche, il met au tapis pour la 2e fois le challenger. La salle est debout. Sur l'enchaînement, il subit un crochet, mais le sien est plus précis, plus puissant. Quartey a un cœur énorme et se relève instantanément. D'ailleurs, les deux boxeurs sont lucides. Ils savent que l'opposition est équilibrée et qu'il faudra tout donner jusqu'à la fin pour influencer la décision des juges. La séquence, à 2 minutes 30 de la fin du combat, marque les esprits des fans de boxe du monde entier par son intensité et le nombre de coups portés. Quartey subit dans les cordes et semble à 2 doigts de tomber à nouveau. Et De La Hoya est marqué physiquement par l'intensité folle de ces rounds. Mitch could stop the fight, but Quartey is still throwing punches. It's a world championship fight. He knows it's close. Oh, he took another big left hand, right hand shot. He had every reason to stop this if he wants. And there's a lot of time to go. The big thing is... D'ailleurs, Quartey est au bord du chaos. En effet, l'arbitre aurait pu très bien arrêter le combat à ce moment-là. On le voit longuement hésiter, observer avec Quartey, mais finalement ça continue. Il reste 1 minute 30 et Quartey prouve qu'il possède un cœur énorme en restant debout. Les deux boxeurs sont morts de fatigue. Seule la détermination les pousse à se dépasser et à se battre jusqu'au bout du combat. D'ailleurs, sur la fin, De La Hoya subit de nouveau le jab de Quartey. Le combat se termine dans une ambiance folle. Tout le monde a conscience d'avoir assisté à un combat de très haut niveau entre deux boxeurs d'exception. La décision sera à coup sûr indécise. Les juges finiront par désigner le champion De La Hoya vainqueur par décision partagée. Les juges Ken Morita et John Keane créditent le Golden Boy vainqueur par le score de 116-112 et 116-113. Le juge Larry O'Connell voit Quartey gagnant sur le score de 115 à 114. Quoi qu'il en soit, le champion conforte sa place au Panthéon du Noblard face à un adversaire coriace et résistant. Quartey, lui, réussit son retour malgré la défaite.
Le combat intitulé The Challenge en était bien un pour De La Hoya qui a combattu ce 13 février 1999, l'un des combats les plus relevés de sa jeune carrière. Plusieurs années après le combat, le Golden Boy avouera même « Je ne pouvais pas marcher pendant 2 semaines après le combat tant il a été éreintant physiquement pour moi. » Omar, on voit durant tout le combat et plus particulièrement sous la 6e reprise que les deux boxeurs utilisent beaucoup leurs bras avant. Alors pour toi, c'est quoi un bon jab? Pour moi déjà c'est un coup qui touche avant tout. D'autre part, c'est un coup qui sert vraiment à préparer les attaques. On constate que 80% des attaques commencent par un bras avant, par un jab. Ensuite, pour la boxe professionnelle, le jab il a vraiment un côté destructeur. Car c'est vraiment difficile de s'organiser face à un adversaire qui vous martèle avec des jabs. D'ailleurs, pour la gestuelle du jab classique, bien être équilibré sur les jambes, jamais d'être trop en déséquilibre comme ça sur la jambe avant. Et quand j'envoie le bras, extension totale justement pour apprécier la distance qui me sépare de mon adversaire et rester protégé. Comment je reste protégé? D'abord par l'attitude et la posture qui me protège justement avec mon bras qui est tendu grâce à mon épaule et l'autre main qui reste bien au visage et le coude serré au corps. Et pour conserver une bonne élasticité, une bonne vitesse de mouvement, il faut absolument être relâché au niveau musculaire. Très important. Ce 6e round est caractérisé par l'utilisation du bras avant de la part des deux boxeurs. Quartey et De La Hoya sont réputés comme étant des boxeurs ultra offensifs et actifs. Très bon puncher, Quartey s'appuie sur un jab du gauche soudain et précis. Même De La Hoya ne peut bloquer ses assauts. En effet, le Ghanéen possède un jab parfait. De La Hoya double, voire triple son jab, ce qui est très rare chez les professionnels. On peut aisément faire le lien avec son passé glorieux chez les amateurs. Lui qui fut l'un des meilleurs de sa génération. Et oui, on le rappelle encore une fois, le crochet du gauche est l'arme spéciale du Golden Boy. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Oscar De La Hoya est gaucher, mais il boxe en position de droitier. Idem pour Miguel Cotto, André Ward ou Marvin Hagler. Donc Oscar De La Hoya anticipe le jab d'Ice Quartey en rentrant à l'intérieur, en plaçant un cross. Et une fois qu'il est dans cette position, il n'a plus qu'à doubler son crochet du gauche et il touchera vraiment sur le deuxième et il enverra Ice Quartey au sol. Donc sur ce travail de contre-attaque du jab, une fois que le jab est en place, là je peux soit passer à l'intérieur, soit passer à l'extérieur. C'est un peu comme le principe du poker. Vraiment, si je rentre à l'intérieur, j'ai le corps de mon adversaire et donc je peux avoir une contre-attaque beaucoup plus complète. En revanche, c'est dangereux parce qu'il y a le bras arrière qui peut vraiment arriver à tout moment. Une fois que je suis passé à l'extérieur, là par contre je suis un peu plus limité en contre-attaque, mais par contre je m'assure une sécurité en termes de contre et de contre-attaque de mon adversaire. Comme l'esquive intérieure est dangereuse, il est très important d'anticiper ce bras. Vraiment, la notion d'anticipation est très importante en boxe. Et donc ici, c'est vraiment à peine il a bougé son bras que je place mon cross, ce qui me permet vraiment d'être bien placé sur les crochets du gauche. Et ça, on peut vraiment le remarquer parce que Oscar De La Hoya est très attentif pendant le match, il est très concentré et vraiment il attend le bon timing pour pouvoir placer son fameux crochet du gauche. Toi Omar, est-ce que tu as une contre-attaque ou un contre favori sur le jab? Ce que j'adore moi, c'est mettre le gauche dans le gauche. Ouais. Voilà, en même temps que l'adversaire envoie son direct, j'envoie mon direct et je décale légèrement avec une esquive latérale. Donc je désaxe et derrière ça me permet de bien mettre le cross du bras arrière à la pointe du menton. Il se relève très rapidement et semble déjà remis. À la reprise, De La Hoya feinte pour contrer, mais Quartey est assez intelligent pour ne pas mordre à l'hameçon. Quartey retravaille son jab. Malgré cela, De La Hoya tente d'en finir en accélérant, mais Quartey tient bon et résiste aux assauts adverses. Donc le Golden Boy tente une deuxième anticipation du jab en rentrant à l'intérieur avec un uppercut. Sauf que là, Quartey envoie le crochet au lieu d'envoyer le jab et envoie De La Hoya au tapis. Ouais. Ça, je pense que c'est un petit travail d'anticipation, c'est-à-dire qu'à force d'avoir jabé et ce que Oscar De La Hoya travaille beaucoup en parade chassée, une des solutions, c'est d'être capable de passer à l'extérieur avec un petit crochet large pour pouvoir toucher son adversaire en passant par-dessus le bras de la parade chassée. De La Hoya tombe et se fait compter comme Quartey avant lui. Néanmoins, comme son adversaire, il se relève très vite. Derrière, Quartey place une bonne accélération. Par la suite, l'arbitre stoppe le combat suite à un accrochage. Quartey repart avec ses jabs et place une belle droite à 1 minute de la fin du round. Mais le champion a de la ressource. Il récupère en subissant le jab et repart à l'assaut à 20 secondes de la fin.
on s'aperçoit que l'attitude chevaleresque de De La Hoya va se retourner contre lui, car Quartey parvient à le toucher en contre. Par la suite, la garde orthodoxe du champion baisse légèrement, ce qui laisse de l'espace à Quartey pour travailler. Il peut placer quelques jabs du gauche efficaces qui ouvrent la brèche pour des crochets plus puissants. Il fait reculer De La Hoya, mais le sens tactique du champion n'est plus à prouver. Même dans l'adversité, il sait apporter une réponse à son adversaire. Il va alors utiliser son jab en contre-attaque de manière à répondre à Quartey. Bénéficiant d'une allonge légèrement supérieure au Ghanéen, le champion utilise lui aussi le jab pour garder le contrôle du combat. Quartey, lui, s'appuie sur son jab pour placer des crochets et directs plus puissants. Et si on veut s'intéresser à l'histoire des 6e rounds, certains d'entre eux sont rentrés dans la légende de notre sport. On peut citer le fameux 6e round entre Juan Manuel Marquez et Manny Pacquiao le 8 décembre 2012 au MGM Grand de Las Vegas. Ce combat est la 4e passe d'armes entre les deux boxeurs. Les 3 précédentes confrontations ont vu le Philippin l'emporter 2 fois et un match nul sur leur première rencontre. À chaque fois, les décisions des juges ont été controversées. Ce 4e opus doit mettre un point final à leur rivalité en désignant un vainqueur qui ne souffrira d'aucune critique. Le 3e round est marqué par un énorme overhand de Marquez sur Manny qui le met instantanément au sol. Manny a de la ressource et répond dans la 5e reprise sur un contre du gauche. Le 6e round entre quant à lui dans l'histoire à travers le crochet droit monumental de Marquez sur Manny. Sur la cloche, il éteint la lumière et remporte le combat. On peut aussi se remémorer l'incroyable 6e round entre Israel Vázquez et Rafael Marquez le 8 avril 2007. L'activité et la férocité des coups portés y est incroyable. Cet acte 2 est marqué par la victoire spectaculaire d'Israel Vázquez sur un Marquez complètement dépassé par l'agression de son adversaire au cours de cette reprise. Face au flot de coups, l'arbitre est contraint d'arrêter le combat. Parlons également du fameux Berto Ortiz en avril 2011. Dans le 6e round, Berto parvient à toucher Ortiz sur un direct du droit. La vitesse du coup est impressionnante. Malgré tout, Ortiz se relève et repart au combat. Alors acculé, il parvient à refaire surface grâce à un crochet du gauche qui met à son tour Berto à terre. Une fin de round ô combien intense qui contribuera à la victoire de l'américano-mexicain face à Berto en mettant les compteurs à 0 puisque les deux boxeurs sont tombés. Il y a aussi le KO impressionnant de Saúl Canelo sur Amir Khan le 7 mai 2016. À la fin de la 6e reprise, Canelo déclenche un crochet du droit dévastateur pour l'anglais qui est complètement sonné. Alors Omar, laquelle de ces 6e reprises mythiques t'a le plus marqué? Incontestablement celle de Canelo face à Khan, car à ce moment-là du combat, Canelo était mené et il sort un KO qui vient de nulle part. Et derrière, Khan d'ailleurs a beaucoup de mal à se relever de ce combat. C'est plus du tout le même boxeur aujourd'hui. Pour conclure, nous pouvons nous attarder quelques instants sur ces boxeurs de légende qui eux aussi ont su faire du bras avant une arme redoutable de leur panoplie offensive. Pêle-mêle, on peut citer Mohamed Ali, Virgil Hill, Gennady Golovkin et Larry Holmes. Voilà, c'est tout pour la 6e reprise. Merci Omar pour ta Merci à présence. toi. Et on se donne rendez-vous très prochainement pour la 7e reprise.